Je m'appelle Andrew Coleman. C'est ce que les forces de l'ordre appellent un alias, la raison de cela sera expliquée plus tard. J'ai mené une vie normale. J'ai obtenu mon diplôme de lycée au milieu de ma classe, puis je suis allé dans une université publique. J'ai fait des études en marketing, à ma graduation, j'ai trouvé un emploi dans la vente. J'aimais la vente et j'étais bon dans ce domaine. 10 ans plus tard, j'étais directeur des ventes pour une entreprise régionale. Je n'avais jamais été marié, donc je m'en sortais plutôt bien sur le plan économique. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Marianne. Elle était divorcée et avait une fille de 10 ans. Nous sommes tombés amoureux et nous nous sommes mariés dans l'année qui a suivi notre premier rendez-vous. Marianne avait hérité d'une petite agence immobilière de son premier mari. C'est comme ça qu'elle m'a dit qu'elle l'avait eue. J'ai découvert plus tard que c'était une partie du règlement de divorce. Les choses se sont bien passées pendant les premières années. Je dis la vérité quand je dis que j'étais un bon mari et un grand-père pour sa fille. Je ne voulais pas d'enfant, et j'ai subi une vasectomie à l'âge de 25 ans. Marianne s'était fait ligaturer les trompes après la naissance de son premier enfant, donc il n'y avait pas de problème à ce niveau. Les problèmes ont commencé lorsqu'il y a eu une récession suivie d'une pandémie, puis d'une autre récession. Son entreprise immobilière a failli couler, presque, mais elle l'a sauvée. Elle a pris un partenaire silencieux. Ce partenaire était si silencieux qu'il est resté un secret. Personne, pas même moi, ne connaissait son nom. Cela a causé un problème dans notre mariage. Pourquoi ne puis-je pas savoir qui est ce gars ? C'était une manière infaillible de commencer une dispute qui se terminerait avec moi dormant dans la chambre d'amis pendant une nuit ou deux. Sa réponse était toujours la même, il veut rester inconnu. Si je te le disais, il ne serait plus inconnu, n'est-ce pas ? Ce secret me rendait fou. Pourquoi ne pouvait-elle pas me le dire ? Je suis son mari, bon sang. Je ne vais le dire à personne. Je sentais que je devais savoir. Après 3 mois de ce non-sens de partenaire silencieux qui me rendait fou, j'en ai parlé avec mon meilleur ami. Je connaissais 3 depuis l'école primaire, il a toujours été là pour moi. Cette fois-ci, il avait aussi une solution. 3 possédait sa propre entreprise, un magasin de pièces automobiles. Après quelques cambriolages, sa compagnie d'assurance a exigé qu'il installe un système de surveillance électronique. Il a acheté un pack de espionnage de luxe dans le magasin d'espionnage local et a personnellement installé des caméras cachées. Après avoir fermé un soir, il découvrit que les cambriolages étaient un coup monté de l'intérieur. Il m'a suggéré de faire de même. Je ne travaille pas dans son entreprise immobilière. Je n'y vais presque jamais, donc je n'ai pas les clés. Mais je sais où Marianne garde son jeu de clés supplémentaires ici à la maison. Un jour, elle m'a dit qu'elle allait à une convention hypothécaire à Saint-Louis. Elle serait absente pendant 3 jours. C'était ma chance. J'ai attendu que la secrétaire ferme les lieux et parte pour la journée, puis je suis entrée. J'ai caché les caméras partout dans son bureau, une autre dans le hall, et une pointant vers le parking. Ils étaient activés par mouvement et enregistrés à la fois vidéo et son, envoyant tout sur un site web auquel je pouvais accéder quand je le voulais. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour découvrir ce qui se passait. Le lendemain de son retour de Saint-Louis, j'ai eu la surprise de ma vie. J'ai accédé au site et j'ai regardé ma femme assise à son bureau, faire les choses normales qu'elle faisait chaque jour. À 17h, elle ferma le bureau, et son unique employé, la secrétaire, partit pour la journée. Marianne attendait devant la porte verrouillée jusqu'à ce qu'un SUV noir s'arrête. Un homme noir très grand, est sorti du véhicule en portant un sac de sport. Je l'ai reconnu. Il est James Poppy Diaz. Au collège, il était un tight end de 2e équipe All-American. Lors de sa 3e année, il aurait pu être un choix de premier tour, sauf que l'été précédent sa dernière année, il a été pris en train d'importer une cargaison de marijuana aux États-Unis. Il a été condamné à 5 ans et est sorti au bout de 3. Tout le monde qui suit le football connaît son histoire. Je suis un grand fan de football et j'aurais pu l'utiliser dans mon équipe de fantasy l'année dernière. Quoi qu'il en soit,
Marianne lui ouvrit la porte et le conduisit ensuite dans son bureau. Je l'ai regardé alors qu'il la prenait dans ses bras et qu'ils s'embrassaient. Alors que sa langue tentait de l'étrangler, ses mains lui serraient le dos. Ils rompirent le baiser, et il commença à déboutonner sa blouse. Elle souriait en le laissant faire. « Est-ce que ton mari idiot t'a interrogé sur notre voyage à la Nouvelle-Orléans » demanda-t-il. « Bien sûr que non, il a gobé l'histoire de la convention hypothécaire. Il pense que j'étais à St. Louis à la convention, » répondit-elle. « Ton ami a l'air vraiment sympa. » « Oui. Tu le penses ? » Sympa n'est pas un mot qu'on n'utilise jamais pour décrire Ramon Lopez. C'est l'un des leaders de l'organisation criminelle Rio Bravo. Son cartel a probablement tué plus de personnes des deux côtés de la frontière que celles qui sont mortes dans la guerre en Irak. Je pense vraiment que le Mexicain t'aime bien, cependant. Je le sais bien. Je ne peux pas te dire combien de fois il m'a pincé le dos ou a effleuré mes seins la nuit où nous sommes allés dîner. Je n'avais jamais eu deux hommes en même temps. C'était excitant. Comment l'as-tu rencontré ? Nous étions en prison fédérale ensemble, répondit-il. Regrettes-tu parfois de ne pas avoir joué au niveau professionnel ? Bien sûr que non. Des opérations de l'épaule, des opérations du genou, de la rééducation, et maintenant ce problème avec les cerveaux des joueurs à cause de tous ces chocs ? Ça ne me manque pas. De plus, je gagne plus d'argent que la plupart d'entre eux n'en gagneront jamais. En parlant d'argent, j'ai besoin que tu mettes cela avec les 2 millions de dollars que j'ai dans ton coffre-fort. C'est encore 3 millions de dollars. La semaine prochaine, j'aurai le solde que je dois à Ramon pour m'avoir avancé la coque. Combien de maisons vas-tu acheter ce mois-ci ? Demanda-t-elle. Je pensais à cet immeuble que vous avez en vente, mais je dois attendre quelques semaines. Je dois d'abord payer Ramon. C'est un prix demandé de 1,4 million de dollars. Ma commission serait de plus de 100 000 dollars. Je pouvais presque voir les signes de dollars dans ses yeux. J'ai regardé Marianne se lever de son bureau et enlever un grand portrait d'elle-même du mur. Il y avait un coffre-fort caché. Je n'avais aucune idée qu'elle avait un coffre-fort dans son bureau. Par un coup de chance, l'une des caméras était directement braquée sur lui. Je saisis rapidement un stylo et regardai alors qu'elle faisait tourner le cadran, dans le sens des aiguilles d'une montre, puis à gauche jusqu'à 5, à droite jusqu'à 25, puis à gauche jusqu'à 1. Je n'avais pas besoin de l'écrire, c'est l'anniversaire de sa fille, le 25 mai 2001. Je me suis installée confortablement dans ma chaise et j'ai décidé de profiter du reste du spectacle, tout en imaginant ce que j'allais faire avec ces 5 millions de dollars. Marianne et moi, c'est du passé. Je ne vivrai pas avec un trompeur. Ils ont offert un très bon spectacle, et j'avais une place au premier rang. Ils s'embrassèrent à nouveau, puis Poppy la poussa à genoux pendant qu'il débouclait sa ceinture, et son pantalon tomba au sol. Il n'arrêtait pas de lui dire à quel point il appréciait sa façon de jouer et qu'elle était la meilleure qu'il ait jamais eue. Elle croyait visiblement ce mensonge, la phrase que chaque homme utilise. J'ai regardé alors qu'ils atteignaient tous les deux l'orgasme, puis elle est allée aux toilettes pour se nettoyer. Il s'essuya avec des mouchoirs d'une boîte sur son bureau et redressa ses vêtements. Ils s'embrassèrent, puis il partit. Elle a attendu 10 minutes, puis elle m'a appelé à la maison et m'a dit qu'elle avait travaillé tard et qu'elle était trop fatiguée pour préparer le dîner. Elle s'arrêterait pour prendre de la nourriture chinoise sur le chemin du retour. Je l'ai rencontrée à la porte et je l'ai aidée avec la nourriture. Alors que nous mangions, elle m'a dit comment les choses s'étaient vraiment améliorées au travail. Elle a dit qu'elle avait trouvé un acheteur pour le complexe d'appartements qu'elle essayait de vendre depuis presque un an. J'ai souri et lui ai dit à quel point j'étais enthousiaste pour elle. Elle était très fatiguée après sa grande journée, et après le dîner, elle est montée à l'étage pour se détendre dans un bain. Je suis allée dans le salon et j'ai regardé un match de balle. Plus tard dans la nuit, elle a décliné notre intimité. Je n'étais pas si difficile à convaincre qui a envie de se retrouver derrière un dealer de drogue noire. Alors que je suis allongée dans mon lit à côté d'une Marianne qui ronfle, je pensais à tout ce que j'allais faire avec les 5 millions de dollars après ma disparition.
Je suis sortie du lit sans la réveiller. Dans la pièce avec l'ordinateur de bureau, j'ai cherché Ramon Lopez sur Google. Il avait reçu une peine de 10 ans de prison pour trafic de drogue. Il est sorti en 6 et a été expulsé. Il est soupçonné d'être l'un des leaders du cartel de drogue de Rio Bravo. Quand je volerai cet argent, l'amitié entre Ramon et Poppy sera mise à l'épreuve. J'ai commencé à élaborer mon plan d'évasion. Du point de vue de Poppy, je savais que l'entreprise immobilière de Marianne était sur le point de faire faillite le jour où je suis entrée. Comment ? Je l'expliquerai plus tard. Tout d'abord, laissez-moi vous parler de moi et de mon entreprise. Comme vous le savez probablement, je suis James Poppy Diaz. Le Poppy vient de ma mère qui m'appelait son petit Poppy. Ça a collé, et on m'appelle toujours Poppy 40 ans plus tard. Enfant, j'étais plus grand que la plupart. J'aimais le sport, et le football est devenu mon préféré. J'ai excellé au lycée et j'ai obtenu une bourse pour une université sur la côte du golfe de Floride. Mes problèmes ont commencé quand on m'a dit que ma mère était malade et avait besoin d'une opération. Elle ne pouvait pas attendre que je reçoive une prime à la signature. J'ai laissé un gars me convaincre de monter sur un bateau avec lui alors qu'il se dirigeait vers le navire-mère. Je l'ai aidé à charger 50 ballots d'herbe sur son bateau, et nous avons filé vers une crique isolée le long de la côte naturelle de la Floride. Cet imbécile a oublié le jerrycan supplémentaire, et nous sommes tombés en panne d'essence. La garde côtière est venue à notre secours le lendemain matin. J'ai finalement purgé 3 ans d'une peine de 5 ans dans une prison fédérale au Texas occidental. Maman est décédée, et je n'ai pas pu assister aux funérailles. En prison, mon codétenu était un Mexicain du nom de Ramon Lopez. Nous sommes devenus de bons amis. Étant donné que cette prison était composée d'environ 60% de Mexicains, c'était bien d'avoir un ami mexicain pour me protéger. Nous avons beaucoup parlé. Sa famille était dans le commerce d'import-export au Mexique. Ils ont importé des drogues de Colombie et les ont exportées vers les États-Unis. Il a suggéré que je me lance en affaires avec lui quand je sortirai. Il devrait en parler à son oncle Julio Lopez, le chef du cartel, mais il était sûr que je pourrais devenir l'un de ses dealers. Nous avons été libérés le même mois. Je suis retourné à Memphis, ma ville natale. Je n'avais aucun moyen de contacter Ramon Lopez, mais il m'avait dit de ne pas m'inquiéter, il me contacterait. 2 mois se sont écoulés sans un mot. Je commençais à penser que c'était juste des paroles en l'air entre 2 détenus fédéraux, juste pour passer le temps. Puis, un jour, ma sonnette a retenti, et là se tenait Ramon avec 2 autres hommes. Nous nous sommes embrassés, et je les ai invités à entrer. Il a demandé si j'étais prêt à commencer à travailler pour lui. Oui, absolument. Je ne trouve pas de travail nulle part, et mamie travaille comme femme de ménage. Nous avons à peine de l'argent pour les courses. Il m'a tendu une liasse de billets environ $1000 et m'a emmené dans un restaurant mexicain. Là, dans une salle privée, nous avons discuté affaires autour d'une assiette fumante de fajita. Quand nous avons terminé, j'ai proposé de payer l'addition. Je possède cet endroit, Poppy. Travaille dur et investis ton argent dans des entreprises légitimes. C'est comme ça qu'on avance dans ce monde. J'ai vraiment travaillé dur. J'ai suivi son plan d'affaires exactement comme il l'avait présenté. Nous étions une entreprise de vente en gros inspirée de McDonald's. Vous arrivez en voiture, passez votre commande et payez l'homme qui l'a prise. Avancez un peu plus loin dans la rue et récupérez votre commande. Les affaires allaient bien et s'amélioraient. Une récession a frappé, et les gens n'avaient pas d'argent pour leur loyer, mais ils trouvaient toujours de l'argent pour me payer afin d'oublier tous leurs soucis. Puis, juste au moment où les choses commençaient à s'améliorer, la pandémie a frappé le pays. Les gens restaient chez eux et utilisaient leurs chèques gouvernementaux pour me payer afin de se sentir bien à nouveau. Grand-mère est décédée, et j'ai pu lui organiser de grandes funérailles. Je vivais dans un condo de luxe en comptant mon argent. La vie était belle. Un jour, l'un de mes préparateurs de commandes a été arrêté par la police. Je pouvais sentir la peur qui parcourait mon organisation.
Tout comme un employé de McDonald's, il avait une assurance. J'ai payé pour son avocat. Il a gardé le silence et a plaidé coupable pour une peine réduite à 1 an de prison dans le comté. Sa mère n'a jamais manqué un paiement de loyer ni eu faim. Je m'en suis assurée. J'ai aussi veillé à ce que chacun de mes garçons sache ce que j'avais fait pour sa famille. Cela crée de la fidélité. Mais c'est le milieu de la drogue. Quand vous réussissez, tout le monde, y compris leur mère, est au courant de votre succès. Une nuit, une autre équipe s'est installée sur l'un de mes coins préférés. J'ai appelé Ramon. 2 nuits plus tard, il y a eu une fusillade à ce coin de rue, et les 2 frères qui vendaient de la drogue depuis le coffre de leur voiture ont été tués. En même temps, il y avait un incendie dans la maison où leur bande avait l'habitude de traîner. 4 membres ont été brûlés vifs, et 3 ne sortiront jamais de l'hôpital. Mes garçons sont retournés à ce coin le lendemain. Il y a 6 mois, l'impensable s'est produit. Des gars ont essayé de frapper la planque où je gardais mon argent et mes drogues. C'était bien gardé, et une fois tout dit et fait, quelques-uns de mes gars étaient morts, mais tous les méchants l'étaient aussi. J'ai transféré mon argent dans mon condo et j'ai posté des gardes jour et nuit. J'essayais de décider quoi faire avec les 15 millions de dollars que j'avais cachés dans ma chambre d'amis quand l'un de mes garçons est arrivé avec cette étudiante blonde de 19 ans. Elle voulait me parler de devenir l'un de mes vendeurs. Elle était dans une sororité, et beaucoup de ses amis adoraient se défoncer et faire la fête. Elle voulait que je lui avance la drogue. Après que je lui ai fait goûter à une drogue que nous commercialisions comme une nouvelle et meilleure forme d'ecstasy, elle s'est réveillée le lendemain matin dans mon lit. Je suis sûre que je peux vendre ça avec la coque. Je vais obtenir les meilleurs prix. Je plongeai mon regard dans ses yeux bleus et lui demandai, pourquoi ne pas acheter ce que tu peux te permettre et le vendre à tes amis? Commencez petit et développez-vous, ai-je suggéré. Je n'ai pas le temps de commencer petit. J'étudie à Ole Miss, donc je dois payer des frais de scolarité pour les étudiants hors de l'État, et c'est dû dans 2 semaines. J'ai aussi besoin des frais de dortoir, d'argent pour la nourriture et des livres. Tes parents ne peuvent pas aider? J'ai questionné. Non. La société immobilière de maman est sur le point de faire faillite. Mon père est mort, et mon beau-père ne veut pas aider. Je dois faire ça moi-même ou quitter l'école. J'ai demandé le nom de l'agence immobilière. Après que je lui ai dit que je lui donnerais suffisamment à vendre pour qu'elle n'ait pas à s'inquiéter de son argent pour les frais de scolarité, elle m'a remercié en m'offrant son corps de 19 ans, si désirable. J'ai accepté. Le lendemain matin, je suis entrée dans le bureau immobilier de sa mère. On aurait dit que c'était sur le point de fermer. Une dame était assise au bureau de la réception. J'ai demandé à parler à Marianne. Une jolie femme blonde à peu près de mon âge est sortie d'un bureau et m'a accueillie. Je pouvais dire d'où sa fille tenait son apparence. Maman avait l'air de pouvoir passer pour la grande sœur de sa fille. La seule différence, c'était ceux de Mama, ils étaient beaucoup plus gros et clairement achetés en magasin. J'ai dit que j'étais intéressée par des biens immobiliers générant des revenus. Elle a sorti un livre et m'a montré des photos de ce centre commercial qui était à vendre. Le propriétaire était décédé, et ses héritiers voulaient vendre. Puis, elle m'a montré des photos de 3 maisons que le même homme avait possédées. Elle a dit qu'ils étaient à vendre aussi et qu'ils faisaient de superbes propriétés locatives. Elle se penchait sur mon épaule, désignant les commodités des maisons avec un ongle manucuré. Combien tout cela me coûterait-il? De l'argent liquide, les 3 maisons et le centre commercial, demanda-t-elle. Je souris et hochai la tête alors que ce gros décolleté frôlait mon oreille en se levant. Elle se précipita de nouveau derrière son bureau, mit une paire de lunettes de lecture, puis commença à taper frénétiquement sur une calculatrice. Elle leva les yeux au-dessus de ses lunettes. Quelque part juste en dessous de 11 millions, toutes les commissions comprises. Offrons-leur 10 millions. Tout en espèces au moment de la clôture. De l'argent, comme un chèque de banque, demanda-t-elle. De l'argent, comme Benjamin. Elle se leva, alla à sa porte et dit à sa secrétaire de prendre le reste de la journée de congé.
Elle a verrouillé la porte d'entrée du bâtiment puis est revenue dans son bureau. Il y avait un canapé et une chaise avec une table basse sur le côté. Elle s'est assise sur le canapé et m'a fait signe de m'asseoir sur la chaise pendant qu'elle enlevait ses talons hauts et mettait ses jambes sur le canapé. Je pouvais voir le haut de ses bas jusqu'à la cuisse. Nous devons être très prudents. Aucune banque ni société de prêt hypothécaire ne peut être impliquée dans des transactions comme celles que vous suggérez. Je vais chercher des propriétés qui sont détenues en privé sans hypothèque. Je pense que nous devrions créer une entreprise pour gérer l'achat de ces propriétés. Ce sera une société de gestion immobilière qui s'occupera de tout, de la location à la collecte des loyers et à l'entretien. Ça me va très bien. Il suffit de ne pas mentionner mon nom. Tu seras mon partenaire silencieux. Comment cela sonne-t-il ? Juste pour que personne ne sache jamais que je suis impliqué. Personne ne le saura jamais. Quand seriez-vous prêt à conclure si les clients acceptent votre offre ? Quand tu veux, partenaire, répondis-je. J'aurai besoin d'une partie de l'argent quand je ferai l'offre. La compte, tu sais. Avez-vous un endroit pour le garder ? Elle se leva du canapé et marcha, pieds nus, derrière son bureau. Elle a retiré une photo d'elle en train de recevoir une sorte de récompense, et il y avait un coffre-fort dans le mur. Elle m'a fait signe de venir. Je l'ai regardé tourner la combinaison et ouvrir le coffre-fort. Il n'y avait que quelques documents à l'intérieur. Est-ce que c'est assez grand pour contenir $1 million ? Oui, c'est assez grand pour contenir les $10 millions. Qui connaît ce coffre-fort ou la combinaison ? Personne, pas même mon mari, répondit-elle. Si je dois stocker mon argent ici, je veux la combinaison. Elle s'est retournée, a pris un crayon sur le bureau et l'a écrit sur un de ces blocs jaunes autocollants. Je l'ai pris et je me suis retournée vers le coffre-fort. Je l'ai fermé et j'ai fait tourner le cadran. Mon premier essai n'a pas permis de l'ouvrir. Laissez-moi vous aider, a-t-elle dit. Elle a posé sa main gauche sur la mienne. J'ai remarqué son alliance. Ensemble, nous avons fait tourner le cadran jusqu'à ce que j'entende un déclic. Le coffre-fort s'est ouvert. J'ai souri et je me suis tournée vers elle. Ses bras sont passés derrière mon cou et m'ont attiré dans un baiser plein de langue. C'était un baiser passionné, très bon, qui m'a fait bander instantanément. Ou peut-être que ce n'est pas le baiser qui m'a fait bander. Peut-être que c'est le fait de penser à ma relation avec sa fille il y a quelques heures à peine qui m'a fait bander. J'ai décidé de garder cela secret. Mes mains ont serré son dos pendant que nous nous embrassions. Je voulais les regarder, alors j'ai commencé à déboutonner son chemisier. Ils étaient magnifiques dans son soutien-gorge en dentelle. Je l'ai dégrafé sans qu'elle ne se plaigne. J'ai commencé à le mordiller. S'il vous plaît, pas de marque. Mon mari, a-t-elle haleté. Elle a enlevé son chemisier et sa jupe en se tortillant, puis elle les a posés avec son soutien-gorge sur le bureau avant de m'entraîner sur le canapé. Nous sommes restés connectés pendant quelques minutes. Puis elle a passé sa main entre ses jambes et s'est précipitée dans la salle de bain. Elle en est ressortie en souriant. Alors, on a un accord ? Vous concluez toutes vos affaires sur ce canapé ? Je ne le dirai jamais, dit-elle en riant. Le lendemain matin, j'ai appelé et j'ai demandé si je pouvais apporter l'argent cet après-midi-là. Elle m'a dit de venir vers 17h. Après que j'ai mis l'argent dans le coffre-fort, tout s'est répété comme la veille. Elle m'a appelé sur mon portable le lendemain matin pour me dire que les vendeurs avaient accepté mon offre. J'ai été invitée à son bureau pour fêter l'événement l'après-midi même. J'ai commencé à le faire 2 ou 3 fois par semaine. J'étais intime avec Marianne le lundi et le mercredi. Parfois à son bureau, et d'autres fois si j'étais libre dans la journée, elle venait à mon appartement. C'était excitant le lundi, d'autant plus que sa fille, Cindy, était généralement occupée le vendredi et le samedi avec sa sororité, mais passait le dimanche après-midi dans mon lit. Après le premier mois, j'ai laissé l'un de mes meilleurs hommes, Marcus, se joindre à nous pour sa première DP. Cela s'est avéré être une erreur. Marcus était une grosse brute laide.
Ce type aurait pu jouer au poste de défenseur central dans n'importe quelle équipe professionnelle, mais il n'avait même pas réussi à quitter le lycée avant d'être envoyé en maison de correction. Quelques années plus tard, il a été condamné pour agression. C'était mon homme de main. Chaque organisation en a besoin. Il garde tous mes garçons dans le droit chemin, vous voyez ce que je veux dire? Ok, disons qu'un de mes preneurs d'ordre est léger quand il se couche la nuit. Marcus lui rend visite. Ou disons qu'un de mes livreurs court-circuite un client. Marcus s'occupe de ce genre de problème. Je n'ai jamais eu de problème avec Cindy, elle était toujours à l'heure avec l'argent. Le problème, c'est quand Marcus et elle ont commencé à se voir en cachette. Elle avait développé une attirance pour lui et lui pour elle. Je m'explique. Marcus est noir. Je veux dire noir comme dans une tribu africaine pure. Moi, je suis plutôt brun chocolat. Cindy semblait aimer le contraste de leur peau, ou peut-être était-ce sa façon brutale d'être intime. Plus d'une fois, j'ai découvert que Marcus et elle s'étaient retrouvés dans un hôtel pendant la semaine. J'ai pris leur rencontre secrète comme un signe d'irrespect. Je les ai laissés jouer à leur petit jeu jusqu'au jour où ils m'ont mis en colère. J'étais prêt pour ma séance du dimanche après-midi avec elle, et elle n'est pas venue. J'étais furieux, car je pensais que son dos bien serré allait me manquer. Marcus est arrivé vers 19h et avait le paiement hebdomadaire de Cindy. Il m'a dit qu'il lui livrerait personnellement son colis hebdomadaire le lendemain. Savoir que Marcus avait reçu ce que j'aurais dû recevoir ce dimanche après-midi était un pont trop loin pour moi. La semaine suivante, j'ai envoyé Marcus à la Nouvelle-Orléans pour assister à une réunion avec un couple de contrebandiers Ramon. Une autre erreur. Cindy s'est présentée à l'appartement dimanche après-midi vers 13h. Shona lui a ouvert la porte et l'a invitée à entrer. Shona est une gouine de Memphis Sud, très noire et à l'air dur. Elle possède un salon de tatouage et de piercing où elle est la seule artiste. Elle a également quelques filles qui travaillent dans les rues pour elle. Disons qu'elle est une patronne très stricte. Elle n'utilise pas d'homme de main, elle aime ce travail elle-même. Point. Où est Poppy? Il sera bientôt de retour. Il a dû sortir une minute. Asseyez-vous. Elle s'est dirigée vers le bar. Vous buvez du rhum et du coca, n'est-ce pas? Oui, s'il vous plaît. Beaucoup de glace. Il fait si chaud aujourd'hui. Elle s'est endormie avant d'avoir fini son verre. 4 heures plus tard, elle s'est réveillée. Je l'ai entendue crier, puis elle est arrivée en courant dans le salon, nue à l'exception de ses nouveaux tatouages. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» a-t-elle crié. « Juste un petit quelque chose pour que tu te souviennes toujours à qui tu appartiens. » Sur son sein gauche, il y avait un cœur avec mon nom. Sous son nombril, une flèche pointait avec les mots « Poppy » au-dessus. La prochaine fois que je te surprendrai avec Marcus sans ma permission, je lui demanderai de te tatouer le visage. Tu comprends? Tu m'appartiens, et je te dirai qui et quand tu dois être intime. Maintenant, penche-toi sur ce canapé. Elle a baissé la tête, puis a fait ce que je lui ai demandé. C'était une autre erreur. J'avais utilisé le canapé de mon bureau pour conclure quelques affaires quand il le fallait, mais c'était il y a longtemps. Aucune ne m'avait fait ressentir la même chose que Poppy. Peut-être était-ce parce qu'il était riche. Mais de qui je me moque? C'était parce qu'il était noir et qu'il avait un gros Johnson. Peu m'importait d'où venait l'argent, je voulais faire partie de sa vie. J'ai commencé à le rencontrer 2 ou 3 fois par semaine, allant parfois à son appartement pendant la journée. Lorsqu'il m'a proposé de l'accompagner à la Nouvelle-Orléans, j'ai trouvé une excuse auprès de mon mari pour partir une semaine. Ce fut une semaine merveilleuse et extraordinaire. Il m'a présenté son ami Ramon. J'ai eu mes 3 premières fois avec Poppy et Ramon. J'ai eu l'impression que prendre 2 beaux hommes en même temps était quelque chose que toutes les femmes devraient expérimenter. Après avoir terminé, je me suis allongée dans le lit et j'ai écouté leur plan pour reprendre le commerce de drogue de Julio, l'oncle de Ramon. L'homme se faisait vieux et ne voulait pas changer sa façon de faire des affaires. Ils ont parlé de le mettre à la retraite. Je suis restée allongée à écouter, mais je rêvais en même temps.
J'allais faire partie de cette nouvelle entreprise. Poppy m'a expliqué comment j'allais investir leur argent dans des propriétés dans tout le pays. Je serais riche. Il n'y avait qu'un seul problème, je devais divorcer de mon mari. Ce ne serait pas un gros problème, les choses n'allaient pas bien entre nous ces derniers temps, surtout depuis qu'il avait refusé d'aider ma fille à payer ses frais de scolarité à Ole Miss. Si sa sororité ne lui avait pas donné de bourse, elle aurait dû quitter l'école et trouver un emploi. C'est ce que mon mari lui avait suggéré. Maintenant que sa sororité payait pour tout, ce n'était plus un problème. Le problème, c'est que je ne suis plus amoureuse de lui, je suis amoureuse de Poppy. Revenons au point de vue d'Andrew Coleman, je m'habitue à mon nouveau nom. Quand j'ai dit à Marianne que je devais partir dimanche soir pour une réunion tôt le lundi matin à Jackson, Mississippi, elle a souri quand je suis sortie. J'ai eu droit à un baiser sur la joue et à un « bon voyage ». C'était la dernière fois que je la voyais. Je me suis arrêtée à son bureau et j'ai récupéré mes appareils photos et près d'1 million de dollars dans le coffre-fort avant de traverser le pont qui enjambe le fleuve Mississippi. Je me suis arrêtée le long de Riverside Drive et j'ai jeté mon téléphone portable et mon ordinateur dans le fleuve. Je m'étais rendue à un guichet automatique un peu plus tôt et n'avais retiré que ce que j'aurais normalement utilisé lors d'un voyage d'affaires. J'ai abandonné ma voiture dans un quartier malfamé de West Memphis, et mon ami 3 est venu me chercher. Je lui ai donné de l'argent pour la voiture qu'il m'avait achetée et j'ai disparu dans la nuit. Je ne savais pas ce qu'il adviendrait de Marianne ou de Poppy, et je ne m'en souciais pas. Du point de vue de Marcus, ma rencontre avec M. Nunes à la Nouvelle-Orléans avait pris une tournure différente de celle à laquelle Poppy et moi nous attendions. Il y avait eu une sorte de tentative de coup d'État au sein du cartel, Ramon avait tiré sur le roi et l'avait manqué. Il semble que l'assassin qu'il avait engagé pour faire le travail était fidèle au vieil homme, et non à Ramon. M. Nunes était désormais le second du vieil homme, l'ancien poste de Ramon. Il a expliqué que Ramon avait admis que Poppy et lui, ainsi qu'une nommée Marianne, avaient planifié cette prise de contrôle il y a une semaine dans un hôtel de la Nouvelle-Orléans. Je me suis demandé comment ils avaient persuadé Ramon de tout raconter avant de l'enterrer dans le désert du nord du Mexique, mais je n'ai pas posé la question. Nunes m'a proposé un marché, je pouvais prendre la place de Poppy comme distributeur à Memphis. Tout ce que j'avais à faire, c'était de tuer Poppy et sa nouvelle femme. Je lui ai dit que je le ferais. J'étais furieux quand j'ai vu ce que Poppy et Tashona avaient fait à Cindy quand je les rencontrais dans un motel à Oxford le mercredi suivant. Je lui ai dit de ne pas aller à Memphis cette semaine-là, je ne voulais plus qu'elle s'approche de Poppy. Elle s'inquiétait de ce que Poppy lui ferait s'ils nous surprenaient ensemble. Je lui ai dit que le cartel allait s'occuper de Poppy et que la semaine prochaine, c'est moi qui dirigerais l'opération. Cela a semblé la calmer. Elle s'inquiétait aussi de ses tatouages, je lui ai dit de ne pas s'en faire, qu'on s'en occuperait plus tard. Nous aimions tous les deux les piercings. Je lui ai dit de trouver une excuse pour ne pas aller à Memphis dimanche prochain, puis nous avons passé la nuit à être intimes et à ne pas nous soucier de Poppy. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, elle est partie en cours et je suis retournée à Memphis. Le dimanche matin, elle a appelé Poppy pour lui dire qu'elle ne pouvait pas venir à cause d'une réunion importante de la sororité cet après-midi-là. Elle m'a dit plus tard qu'il avait l'air déçu. Lundi, vers midi, je me suis présentée à l'appartement de Poppy avec un seau de poulet de son restaurant préféré. Le gardien de la porte d'entrée a été surpris de me voir, il a commencé à se lever quand mon pistolet silencieux a tiré une balle de 9 mm à travers le seau vide et dans son front. Je l'ai assis sur sa chaise, la tête penchée en avant, on aurait dit qu'il dormait. J'ai franchi la porte, il y avait un autre garde qui regardait la télévision avec le volume à fond. Il m'a regardé pendant que je lui tirais une balle dans la tête. J'ai écouté pendant 1 minute sans toucher au volume de la télévision. Poppy était en train d'avoir une relation intime avec quelqu'un dans sa chambre. Je me suis approchée de la porte de la chambre et j'ai regardé à l'intérieur, Marianne était sur le lit avec Poppy. Cela m'a évité un voyage. Marianne criait pour qu'il soit plus dur, sa voix s'est éteinte lorsqu'elle m'a vue dans l'embrasure de la porte. Je lui ai tiré dans l'œil gauche alors qu'elle me regardait et essayait d'avertir Poppy. Il s'est précipité pour se lever alors que je lui tirais dessus 2 fois.
Il est tombé sur le dos et m'a regardé. Cette fois-ci, c'est pour Cindy, lui ai-je dit en lui tirant dans les couilles. Il gémissait et essayait de s'agripper à ses couilles lorsque la dernière balle lui a traversé le cerveau. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai composé le numéro que M. Nunes m'avait donné. J'ai dit à la personne qui m'a répondu que c'était fait. On m'a demandé d'attendre. J'ai attendu. Au bout d'un quart d'heure, une voiture s'est arrêtée devant l'appartement. 3 hommes d'origine hispanique se sont approchés de la porte et sont entrés. Il a pris une photo de Poppy et de la femme morte pendant que ces hommes fouillaient l'appartement. Dans une boîte du placard de Poppy, ils ont trouvé près de 2 millions de dollars. Monsieur Nunes a compté 100 000 dollars et me les a remis. Votre part. Nous pensions qu'il aurait plus d'argent, mais ce n'est pas grave. Laissez les corps, quand la puanteur sera assez forte, les voisins appelleront les flics. Je vous suggère d'emmener votre fille à Las Vegas, vous y trouverez des tatoueurs extraordinaires. Ils pourront peut-être transformer ces tatouages en quelque chose qui vous plaira. Je n'ai pas pris la peine de lui demander comment il savait pour les tatouages. Nous nous sommes serré la main et il m'a dit qu'il se réjouissait de faire des affaires avec moi. Ils sont partis avant moi, j'avais encore une chose à faire avant de commencer à travailler pour M. Nunes en tant que responsable de l'opération de Memphis. J'ai roulé jusqu'à South Memphis et je suis entré dans le salon de tatouage de Tashona. Il n'y avait qu'une seule autre personne ce lundi après-midi. On peut dire que j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Tashona a levé les yeux et a vu le pistolet. C'est pour ce que tu as fait à Cindy. Je lui en ai mis un dans la bouche alors qu'elle l'ouvrait pour parler. Sa cliente criait à tue-tête jusqu'à ce que je lui en mette 2 dans la poitrine. Elle gargouillait du sang quand je l'ai enjambée pour ouvrir la caisse et prendre le peu d'argent qu'il y avait dedans. On aurait dit un vol, ce qui n'est pas nouveau dans cette partie de la ville. Comme j'avais utilisé un pistolet différent pour ces meurtres, il n'y avait aucun moyen de les relier. Pendant les vacances de Thanksgiving, j'ai emmené Cindy à Las Vegas. Du point de vue de Cindy, j'étais en cours d'histoire lorsqu'on m'a appelé pour m'informer que ma mère avait été retrouvée morte. Elle était au lit avec un dealer noir. Pouvez-vous imaginer ma surprise lorsque j'ai appris que le dealer était Poppy? J'ai dit à la police que je ne savais rien de sa liaison avec Poppy, c'était la vérité. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? La fois suivante où Marcus et moi nous sommes retrouvés, il m'a dit qu'il n'en avait aucune idée non plus. Il pensait que ma mère avait été tuée parce qu'elle se trouvait au mauvais endroit quand ces hommes ont tué Poppy. Il a dit que c'était une sorte de vengeance parce que Poppy avait tué des gens l'année dernière, une guerre de la drogue ou quelque chose comme ça. J'ai dû quitter l'école pour m'occuper de ses affaires. Mon beau-père avait disparu, la police pense qu'il a été tué lui aussi. Sa voiture a été retrouvée à West Memphis, dans l'Arkansas. Pour autant que moi et les gens pour qui il travaillait le sachions, il n'y avait aucune raison pour qu'il soit là. Il était censé se trouver à Jackson, dans le Mississippi, le jour où Mama a été tuée. Son téléphone portable et son ordinateur portable avaient également disparu. La police a déclaré que son dernier appel téléphonique avait atterri sur une tour près de Riverside Park. Son corps n'a jamais été retrouvé. J'ai fermé la société immobilière. C'est en débarrassant les meubles que j'ai découvert le coffre-fort. J'ai demandé à un serrurier de l'ouvrir, j'y ai trouvé des titres de propriété au nom d'une société dont j'ignorais qu'elle était propriétaire. Après avoir rendu visite à son avocat, j'ai découvert que j'étais désormais propriétaire d'environ 15 millions de dollars de biens immobiliers productifs. Marcus et moi sommes allés à Las Vegas pour Thanksgiving. Un tatoueur a transformé le tatouage de Poppy en un magnifique oiseau coloré assis sur une branche d'arbre. Le cœur sur mon sein gauche avec le nom de Poppy au milieu est resté, mais Poppy a été remplacé par Mommy. Je n'ai jamais parlé à Marcus du coffre-fort ni des propriétés du nom de Mama. J'ai essayé de le convaincre de quitter le milieu de la drogue. Je lui ai dit que nous allions tous les deux finir comme Poppy et Mama. Il a refusé, c'était la seule vie qu'il connaissait et il ne voulait pas y renoncer. Il a dit qu'il était maintenant responsable, LGE, et qu'il travaillait directement pour le cartel. Il se croyait intouchable. Je pensais différemment. J'ai vendu tout ce que Mama possédait. Après impôt,
Il me restait près d'1 million de dollars à moi tout seul. J'ai fait un voyage aux îles Caïmans. J'ai ouvert un compte en banque et j'ai fait virer le million de dollars sur ce compte. J'ai acheté une belle maison sur la plage. Je mange des fruits de mer frais et je me défonce tous les jours. Quelques-uns des habitants de la région me satisfont, vous voyez ce que je veux dire? La vie est belle. Revenons au point de vue d'Andrew Coleman, j'ai pris les 7 millions de dollars et j'ai disparu dans les montagnes de l'ouest des États-Unis. Je passe mes journées à pêcher dans les rivières près de ma propriété au printemps et en été, à chasser en automne et à faire de la motoneige en hiver. J'ai rencontré quelques lapins de neige, mais j'aime trop ma vie pour la compliquer avec une autre Marianne. Nous voici arrivés à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou y a-t-il eu un rebondissement que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux d'entendre vos réflexions, partagez-les dans les commentaires ci-dessous et engageons la conversation. Si cette histoire vous a accroché, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Et si vous êtes nouveau ou si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous propose chaque jour de nouvelles histoires captivantes, alors cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, et je vous donne rendez-vous dans la prochaine.